À partir de 1850, la révolution industrielle s'est appuyée sur l'exploitation du charbon et du pétrole, d'où des émissions croissantes de CO2, un gaz à effet de serre qui provoque une augmentation de température à la surface de notre planète. Un phénomène qui menace de rendre très difficile la vie de l'homme sur Terre. Les experts du climat craignent un réchauffement de 4 à 6 degrés Celsius. Nous sommes en 2100. L'Organisation mondiale du climat vient d'annoncer le chiffre de l'augmentation de la température sur Terre depuis 1850, plus 2,05 degrés Celsius. Il s'agit donc d'un formidable exploit pour l'humanité. Comment y est-elle parvenue? Nous allons vous le raconter pas à pas chaque semaine dans Génération Hydrogène, la chaîne de l'après-pétrole. Bienvenue dans le 4e épisode de Génération Hydrogène. Cette semaine, l'actualité concerne l'avion à hydrogène, que Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a mentionné dans sa présentation du plan hydrogène du gouvernement. Voici comment il a lancé ce projet le 8 septembre devant l'Association française de l'hydrogène et de la pile à combustible. Il faut qu'en 2035, nous ayons réussi à avoir un avion qui puisse fonctionner à l'hydrogène, un avion neutre en carbone, et l'hydrogène est probablement l'option la plus prometteuse, ce qui placerait l'Europe en tête du monde aéronautique devant la Chine et devant les États-Unis. Cette annonce volontariste n'a pas laissé insensibles les dirigeants d'Airbus, dont l'État français est le principal actionnaire avec 11% du capital. Seulement 12 jours plus tard, le 20 septembre, le PDG d'Airbus, Guillaume Faury, révélait ses projets hydrogène dans le journal Le Parisien avant de s'exprimer sur RTL. Alors il y en a trois. Il y en a un qui est un avion qui est un turbopropulseur, un petit peu comme un avion de transport régional. Donc un avion avec des hélices entraînées par des turbomoteurs. Il y a une version d'avion qui est plus grosse, qui entraînera le transport de 120 à 200 passagers sur 2000 nautiques. C'est la façon dont on compte chez nous, avec des turboréacteurs, un petit peu comme un A320 d'aujourd'hui. Et puis il y a une formule d'aile volante, beaucoup plus efficace d'un point de vue aérodynamique. Une aile volante ? Et qui permet aussi d'optimiser de façon beaucoup plus large et beaucoup plus flexible les systèmes à bord. C'est pour faire des grands trajets. En fait, c'est une formule aérodynamique qui est plus performante. Simplement, on n'est plus dans un fuselage avec des fenêtres à pouvoir regarder dehors comme aujourd'hui. La cabine est plus large. C'est une expérience passager qui est différente. Et c'est une formule qui, d'un point de vue aérodynamique et efficacité énergétique, a beaucoup d'intérêt, et aussi au niveau de l'architecture, avec des nouveaux systèmes de propulsion et le volume d'hydrogène qu'il faudra stocker à bord. Donc, on regarde aussi des formules qui sont assez révolutionnaires par rapport à l'architecture actuelle des avions. En revanche, c'est vrai que l'énergie qu'on utilise est une énergie qui sera décarbonée, et il n'y aura pas d'émissions de carbone pendant le vol de l'avion. Donc c'est vraiment l'objectif prioritaire de décarboner l'aviation. Comment Airbus a-t-il pu développer de tels projets aussi rapidement? Sans doute en apposant pour l'instant simplement le logo hydrogène sur des projets d'avions existants comme l'aile volante Maverick, révélée il y a quelques mois, et qui ne visait alors qu'une réduction de 20% de la consommation de kérosène. Il n'empêche que ce pari d'un avion à hydrogène en 2035 inspire à l'économiste François Langlais une analyse intéressante sur LCI. Ça serait le fameux avion propre, sans carbone, qui permettrait à Greta Thunberg de prendre l'avion sans rater ses cours. Et, alors, évidemment, on n'y est pas encore tout à fait. D'immenses défis technologiques nous attendent d'ici là, des dizaines de milliards d'euros. C'est l'unité de mesure. C'est-à-dire qu'on n'est pas certain de pouvoir le faire aujourd'hui. On n'est pas du tout certain de pouvoir le faire. Et ça n'est pas un pari que Airbus fait seul. D'autres équipes travaillent dans le monde, dans différents pays, sur la même technologie, soit pour les voitures, soit pour les camions, soit pour les trains, soit pour les avions. Et pourtant, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que le progrès, ce sont des paris comme celui-là, qui ne sont jamais certains au départ. Il y a une incertitude importante, mais finalement, le progrès, ça n'est pas autre chose que cela. Alors, il y a des paris qui marchent. Le nucléaire, il y a 50 ans, il y a 100 ans, c'était le téléphone, il y a 200 ans, c'était le train, il y a 300 ans, la machine à vapeur, il y a 500 ans, c'était la découverte des Amériques, auparavant, c'était Notre-Dame, peut-être les statues de l'île de Pâques. À chaque fois, il y a ce désir, justement, cette voix intime qui pousse l'homme hors de lui-même, et qui le conduit, justement, à franchir des limites qui semblaient infranchissables. Alors, il y a aussi des paris qui ratent. Pour rester dans le registre technologique français, il y a eu le Concorde, magnifique, mais qui n'a pas trouvé son marché. Le France,
magnifique, mais qui n'a pas non plus trouvé son marché, qui a été lancé au moment où on lançait l'avion à réaction. C'était un peu dommage. Et il y a eu le Minitel, enfin il y en a d'autres, il y en a bien d'autres. Tout ça pour dire que le pari, c'est évidemment quelque chose de fondamental dans l'histoire de l'humanité, que c'est aussi un moyen de résoudre les problèmes qui se posent à nous, et notamment les problèmes du réchauffement climatique. Parce que, évidemment, face à cette difficulté, il y a deux solutions. C'est le repli, la décroissance, et il y a l'autre solution, c'est celle du pari, qui, si l'on se fie à l'histoire, trouve toujours un débouché intéressant. Et on peut même aller au-delà, d'ailleurs, et je conclurai avec ça. Finalement, l'ampleur, la nature des paris qu'une civilisation fait, c'est aussi justement une mesure de sa valeur et de ses valeurs. Pour faire voler des avions à hydrogène, il faudra en produire de grandes quantités. Thierry Lepercq nous explique que la révolution du solaire est l'une des clés de cette production massive. Depuis 50 ans, la courbe du solaire installé dans le monde est une droite. Plus exactement, c'est une droite avec une échelle logarithmique. Vous aurez compris, si c'est une droite à l'échelle logarithmique, ça veut dire que c'est une exponentielle quasiment parfaite sur les 50 dernières années. Si vous prolongez cette courbe sur les 20 prochaines années, et toutes les raisons sont là pour dire que ça va se faire tout simplement parce que la ressource est là et les coûts sont là, hein, c'est aussi simple que ça, c'est une ressource énergétique, c'est les deux choses, c'est les ressources et les coûts. Le pétrole, on a remplacé le pétrole, tous les combustibles fossiles en 2040. Il suffit juste de tirer la courbe, on appelle ça la constante solaire. Ce n'est pas une constante mathématique, hein. C'est un petit peu comme une loi de Moore. Je ne sais pas si un jour on l'appellera la constante solaire, etc., mais pourquoi pas. J'invite, là encore, tout le monde à regarder, à faire, et on pourrait communiquer ça d'ailleurs à vos spectateurs, de regarder ces chiffres, parce que ce sont des chiffres extrêmement probants. La seule question ensuite qui se pose, c'est comment est-ce que le solaire, partant de là où il est, c'est-à-dire aujourd'hui moins de 1% des besoins énergétiques mondiaux, arrive à pas loin de 100% dans 20 ans. Et cette question-là, elle n'a de réponse que parce qu'on va transformer cet électron qui a un certain nombre d'avantages, mais sur plein d'inconvénients, il est difficile à transporter, quasiment impossible à stocker, en quelque chose qu'on peut transporter et stocker aussi facilement que le pétrole, et c'est l'hydrogène. Le 4e épisode de Génération Hydrogène s'achève. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations et peut-être une nouvelle rubrique pour répondre à vos questions par l'intermédiaire de Jean Lefrédy.